12 mai 1945, Wiesbaden, Allemagne. L'artillerie s'était arrêtée il y a 3 jours, mais Ilsa Hartmann, 19 ans, sursautait toujours au bruit soudain. Elle se tenait dans les décombres de ce qui avait autrefois été la pharmacie de son père, cherchant tout ce qui pouvait être sauvé, quand elle entendit les camions. Des camions américains. Sa mère lui saisit le bras assez fort pour laisser des bleus. « Reste derrière moi », siffla-t-elle. « Ne les regarde pas. Ne parle pas. » Tout ce qu'on avait enseigné à Elsa disait que ce moment serait le pire de sa vie. Mais quand le convoi s'arrêta et que les soldats descendirent des véhicules, Elsa se figea. Il n'était pas ce qu'on lui avait dit d'attendre. Ces soldats américains étaient noirs. Les affiches de propagande avaient montré les Américains blancs comme des gangsters et des criminels. Mais les soldats noirs, le système éducatif nazi lui avait enseigné qu'ils étaient à peine humains, sous-humains, dangereux, sauvages. Chaque mot que ses professeurs utilisaient les faisait sonner comme des monstres. Le soldat de tête, un sergent aux yeux bienveillants et au galon de caporal, s'approcha lentement. Il leva les 2 mains montrant qu'elles étaient vides. Puis il dit en allemand hésitant « Nous avons de la nourriture, des médicaments. Vous avez besoin d'aide ?» Le monde entier d'Ilsa se fissura au milieu, parce que la voix qui prononça ces paroles était douce, et tout ce qu'on lui avait enseigné disait que c'était impossible. Mais avant de plonger plus profondément dans cette histoire incroyable et méconnue que l'histoire a tenté d'enterrer, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire me disant d'où vous regardez. Le 761e bataillon de chars a roulé en Allemagne occidentale comme un fantôme qui ne devrait pas exister. Les Panthères Noires, c'est ainsi qu'ils s'appelaient, des vétérans de combat qui avaient combattu en France avec une férocité qui leur avait valu une citation de l'unité. Derrière eux venait la 92e division d'infanterie, le 333e bataillon d'artillerie de campagne et des dizaines d'autres unités noires ségrégées que l'Amérique avait envoyées combattre mais n'avait jamais vraiment reconnues. Pour les civils allemands, en particulier les femmes à qui on avait appris à craindre les Américains, les premières rencontres avec les soldats noirs créaient une dissonance cognitive si profonde qu'elle brisait des décennies d'endoctrinement en quelques minutes. Ilsa Hartmann avait passé toute son éducation à apprendre la hiérarchie raciale. La race aryenne au sommet, les autres Européens en dessous, et tout en bas, les Noirs, sous-humains, disait le manuel. Incapable de civilisation, de culture ou de raison. Son professeur, Frau Dresser, avait été particulièrement catégorique. « Si vous rencontrez jamais un nègre, avait-elle dit lors d'un cours de sciences raciales en 1942, souvenez-vous qu'ils sont guidés par des instincts primitifs. Ils ne peuvent pas se contrôler. Ce sont des animaux dangereux sous forme humaine. » Ilsa l'avait cru. Pourquoi ne l'aurait-elle pas cru? Frau Dresser était une professeure, une autorité, quelqu'un en qui on avait confiance. Mais maintenant, debout dans les ruines de Wiesbaden, avec les ongles de sa mère s'enfonçant dans son bras, Ilsa regarda le sergent poser soigneusement une caisse de rations de mer. Il recula immédiatement, leur donnant de l'espace. Un autre soldat, plus jeune, peut-être 20 ans, posa un jerrycan d'eau propre à côté. Puis ils se retirèrent vers leur véhicule et attendirent. « C'est un piège !» chuchota la mère d'Ilsa. « Il nous teste, voyant si nous sommes assez désespérés. » Mais le frère cadet d'Ilsa, seulement 7 ans et les joues creuses de faim, s'échappa et courut vers la caisse. Les soldats ne bougèrent pas, ne crièrent pas. Le sergent hocha simplement la tête et pointa du doigt vers la nourriture, faisant un geste de manger. Cette nuit-là, Ilsa s'assit dans leur cave en mangeant de la viande en conserve et des crackers tandis que sa mère pleurait. « Je ne comprends pas », répétait sa mère. « Je ne comprends pas. » Oui non plus. Mais la dissonance cognitive ne faisait que commencer. Dans la ville de Babenhausen, Margaret Schiller, 28 ans, avait une première rencontre différente. Elle s'était cachée dans une ferme avec 5 autres femmes, toutes terrifiées quand une patrouille du 761e bataillon de chars les a découvertes. Au moment où elles entendirent des bottes dans l'escalier, les femmes se serrèrent ensemble, priant. Elles avaient entendu des histoires de réfugiés fuyant le front de l'Est. Les soldats russes, disaient-ils, ne montraient aucune pitié. Margaret supposait que les Américains seraient les mêmes. Quand la porte s'ouvrit et que Margaret vit le visage du soldat, sa première pensée fut qu'elle hallucinait de faim. Peau noire, uniforme américain. La contradiction n'avait aucun sens dans sa vision du monde. En Allemagne nazie, les Noirs n'existaient pas en tant qu'entité réelle. Ils étaient des créatures théoriques destinées à faire peur. Des images dans la propagande. Des avertissements sur les dangers du mélange racial dans la société américaine. Le soldat, le caporal James Thompson de Détroit, vit la terreur dans leurs yeux et recula immédiatement. Il appela son lieutenant et en quelques minutes, un interprète parlant l'allemand arriva. L'interprète, un réfugié juif qui s'était échappé en Amérique en 1938, se tenait dans l'embrasure de la porte et dit « Vous n'êtes pas des prisonniers, vous êtes des civils !»
Nous devons vérifier que vous n'êtes pas blessé. Ensuite, nous vous laisserons tranquille. » Margaret regarda le visage de Thompson pendant cet échange. Il avait l'air mal à l'aise, presque embarrassé, comme s'il savait exactement ce qu'on leur avait appris à penser de lui. Plus tard, elle se souviendrait de cette expression et ressentirait une honte si profonde qu'elle devint physique. La 92e division d'infanterie, une unité entièrement noire à l'exception des officiers blancs, établit des zones d'occupation dans toute l'Allemagne du Sud. Pour les femmes dans des villes comme Mannheim, Ludwigsburg et Kaiserslautern, cela signifiait leur premier contact prolongé avec les Américains noirs. À Mannheim, Gazela Vera, 31 ans, travaillait comme traductrice pour les autorités d'occupation. Elle avait appris l'anglais avant la guerre et, malgré sa peur, elle avait désespérément besoin du travail. Son premier jour, elle a été assignée pour faciliter la distribution alimentaire. L'officier responsable était le lieutenant Marcus Washington, un avocat de Chicago. Gazela ne pouvait pas arrêter de regarder. Non pas par curiosité, mais en essayant de concilier la réalité avec tout ce qu'elle avait appris. Washington était éduqué, éloquent, professionnel. Il parlait du droit international et des obligations humanitaires. Il citait la Convention de Genève de mémoire. Chaque minute qu'elle passait en sa présence démolissait un autre morceau de son endoctrinement. Pendant une pause, Washington remarqua son malaise. « Madame, dit-il tranquillement en allemand soigné, je sais ce qu'on vous a enseigné sur les gens qui me ressemblent. Je ne vais pas prétendre que cela n'a pas d'importance, mais j'ai besoin que vous traduisiez avec précision et j'ai besoin que vous traitiez les gens que nous aidons avec dignité. Pouvez-vous faire cela ?» Gazela hocha la tête, incapable de parler. Plus tard cette nuit-là, elle écrivit dans son journal. Tout était un mensonge. Tout. Combien d'autres mensonges m'a-t-on raconté? La dissonance cognitive opérait à plusieurs niveaux. D'abord, il y avait le choc de rencontrer des soldats noirs du tout. La plupart des femmes allemandes n'avaient jamais vu une personne noire de leur vie. Le Reich avait moins de 20 000 résidents noirs avant la guerre, principalement dans les grandes villes, et la plupart avaient été persécutés ou tués. Deuxièmement, il y avait le comportement des soldats eux-mêmes. Ils n'étaient pas sauvages. Ils n'étaient pas incontrôlés. Ils suivaient les règles, montraient de la discipline, démontraient l'éducation et la compétence. Une femme de Stuttgart, Anna Kau, a décrit dans une interview de 1946 « J'attendais des animaux. J'ai trouvé des hommes qui étaient plus civilisés que nos propres soldats ne l'avaient été. » Le troisième niveau était la gentillesse. Malgré le fait de savoir ce qu'on avait enseigné aux femmes allemandes, malgré la compréhension de la profondeur de l'endoctrinement raciste qu'elles avaient reçu, de nombreux soldats noirs ont réagi avec une générosité qui semblait incompréhensible. Dans la ville de Forheim, largement détruite par les bombardements alliés, le 333e bataillon d'artillerie de campagne a établi des postes d'aide médicale. Le brancardier Samuel Johnson de l'Alabama se trouva à traiter des civils allemands qui sursautaient quand ils s'approchaient. Il travaillait soigneusement, expliquant chaque action, leur donnant l'espace de se retirer s'ils en avaient besoin. Une femme âgée, Frau Holzmann, lui cracha dessus pendant le traitement. Johnson nettoya la plaie sur sa jambe de toute façon, la banda correctement et lui donna des antibiotiques de son approvisionnement limité. Il ne dit rien sur l'incident. Le lendemain, Frau Holzmann revint avec sa petite fille. Elle s'excusa en anglais hésitant. Johnson accepta avec un simple hochement de tête. Des années plus tard, la petite fille Lotte Holzmann dirait « Ma grand-mère a pleuré pendant 3 jours après cela. Elle a dit qu'elle avait passé toute sa vie à croire des mensonges et maintenant elle passerait le reste de sa vie à essayer de réparer. » Les mariages ont commencé en quelques mois. Malgré les règles de fraternisation, malgré les interdictions militaires, malgré l'horreur de la police militaire américaine et des communautés allemandes, des relations se sont formées. En Bavière seule, les dossiers montrent plus de 150 mariages entre les militaires américains noirs et les femmes allemandes avant la fin de 1946. Ce n'était pas de simples romances. Chaque relation représentait un rejet complet de l'idéologie raciale nazie. Pour les femmes, choisir d'épouser un soldat noir signifiait accepter que tout ce qu'on leur avait enseigné n'était pas seulement faux, mais catastrophiquement criminellement faux. Ilsa Hartmann, la fille du pharmacien de Wiesbaden, a épousé le sergent-chef Robert Mitchell du 761e bataillon de chars en 1947. Sa mère l'a renié. 16 anciens voisins l'ont appelé traître, mais Ilsa a dit dans une lettre à sa sœur « Je préfère être une traître au mensonge que de rester fidèle au mal qu'on m'a enseigné ». Les enfants de ces mariages, les bébés de l'occupation, ont fait face à une discrimination brutale en Allemagne. Beaucoup ont finalement été adoptés par les familles de leurs pères en Amérique. Mais leur existence a prouvé quelque chose que le régime nazi avait dépensé
dépensé d'énormes efforts pour nier que l'humanité transcende les fausses catégories que le racisme crée. L'impact psychologique sur les femmes allemandes qui ont rencontré des soldats noirs avec des idées préconçues de la propagande nazie a souvent suivi un modèle. D'abord venait le choc du décalage entre l'attente et la réalité. Puis venait la honte en reconnaissant leur endoctrinement. Finalement venait un questionnement plus large de tout ce qu'on leur avait enseigné. Margaret Schiller, qui s'était cachée dans la ferme, est devenue une avocate vocale contre le racisme en Allemagne d'après-guerre. Elle a parlé dans les écoles de son expérience, commençant chaque discours de la même manière. On m'a appris à haïr, on m'a appris à craindre. Et puis j'ai rencontré de véritables êtres humains, et tout ce qu'on m'avait enseigné s'est révélé être un mensonge conçu pour nous faire tous devenir des monstres. Pas chaque rencontre était positive. Certains soldats noirs, amers de la ségrégation dans leur propre armée et du racisme dans leur propre pays, montraient peu de patience envers les civils allemands. Certaines femmes allemandes, trop attachées à leur endoctrinement, refusaient de reconnaître la réalité même quand elles se tenaient devant elles. Mais la majorité des rencontres suivaient le modèle qu'Ilsa Hartmann avait expérimenté. L'attente de sauvagerie, suivie de la lente et inconfortable réalisation que la sauvagerie existait non pas chez les soldats qu'on leur avait appris à craindre, mais dans le système qui leur avait appris à craindre. L'ironie n'a pas échappé à de nombreux soldats noirs. Ils avaient combattu pour vaincre un régime raciste tout en servant dans une armée ségrégée d'un pays qui pratiquait toujours Jim Crow. Le lieutenant Washington a dit à Gazella Vernon lors de l'une de leurs séances de travail « Nous sommes ici pour vaincre votre racisme tout en étant forcés de vivre avec le nôtre. C'est absurde. Un jour, nos deux pays devront affronter ce qu'ils ont fait. » En 1948, alors que les tâches d'occupation diminuaient et que les unités noires rentraient chez elles, elles laissaient derrière elles des communautés transformées. Les femmes qui avaient travaillé avec eux, les avaient épousées, ou les avaient simplement rencontrées, portaient en avant une vérité que les hiérarchies raciales qu'on leur avait enseignées étaient des constructions, des mensonges, conçus pour contrôler et déshumaniser. Ilsa Mitchell, anciennement Hartmann, a écrit à sa sœur en 1963 après avoir vu la couverture médiatique de la marche sur Washington. « Quand je vois le Dr King parler, je pense à Robert et aux autres hommes de son unité. Ils ont combattu un empire raciste à l'étranger, puis sont rentrés chez eux pour combattre le racisme dans leur propre pays. Ils m'ont appris que le courage signifie affronter les mensonges dans lesquels vous avez été élevés. C'est la leçon que je porterai jusqu'à ma mort. Les enfants allemands nés après la guerre ont appris une histoire différente de celle de leurs parents. La dissonance cognitive que leurs mères avaient expérimentée est devenue des moments d'enseignement. Quand Lotte Holzmann a eu ses propres enfants, elle leur a parlé du brancardier noir qui avait traité sa grand-mère avec gentillesse malgré le crachat. Votre arrière-grand-mère a appris la leçon la plus difficile, dirait Lotte. Les gens qu'on vous apprend à haïr sont souvent plus humains que les gens qui vous apprennent à haïr. Les archives d'occupation contiennent des milliers de petits moments comme ceci. Des traitements médicaux donnés à des civils hostiles, de la nourriture partagée malgré le ressentiment, une courtoisie professionnelle accordée même quand elle était accueillie avec du mépris raciste. Chaque moment était un coup de marteau contre l'idéologie de la suprématie. L'impact durable n'a pas été mesuré en victoire militaire ou en territoire contrôlé. Il a été mesuré dans les femmes qui ont choisi de remettre en question tout ce qu'on leur avait enseigné. Dans les enfants qui ont grandi en entendant leur mère dire « j'avais tort ». Nous avions tous tort. Dans le processus lent et douloureux de reconnaître que l'humanité ne peut pas être divisée en hiérarchie de valeurs, pour les soldats noirs eux-mêmes, l'expérience était complexe. Ils avaient été traités avec plus de respect par les civils ennemis que par leur propre armée. Ils avaient prouvé leur valeur au combat seulement pour rentrer chez eux dans un pays qui niait toujours leurs droits fondamentaux. La contradiction était amère, mais pour les femmes allemandes qui les ont rencontrées, les soldats représentaient une vérité indéniable que le régime nazi s'était construit sur des mensonges si fondamentaux, si omniprésents, que reconnaître un mensonge signifiait remettre en question tout. La dernière lettre d'Ilsa Mitchell à sa sœur, écrite en 1975, a capturé la transformation. « J'avais 19 ans quand j'ai rencontré Robert. On m'avait appris toute ma vie qu'il était sous-humain. En une semaine de le connaître, j'ai réalisé que c'était moi qui avais été rendue moins qu'humaine en croyant de telles choses. Le système éducatif, la propagande, les professeurs, ils ne nous ont pas seulement appris à haïr les autres, ils nous ont appris à détruire notre propre capacité à reconnaître l'humanité. C'est ce que je ne pardonnerai jamais. » L'histoire des femmes allemandes rencontrant des soldats américains noirs pour la première fois est finalement une histoire sur la fragilité de l'endoctrinement
quand il est confronté à la réalité. C'est une histoire du choc de la reconnaissance quand la propagande rencontre de véritables êtres humains. Et c'est une histoire du courage requis pour admettre que vous aviez tort sur quelque chose de si fondamental que cela a façonné votre vision du monde entier. Ces femmes ont porté cette leçon en avant. Elles ont élevé des enfants qui remettaient en question l'autorité. Elles ont parlé dans les écoles des dangers de croire ce qu'on vous enseigne sans l'examiner. Elles sont devenues la preuve vivante que le changement est possible, que la reconnaissance de son propre endoctrinement est le premier pas vers quelque chose de mieux. L'histoire mesure les guerres en bataille, en pertes et en changements territoriaux. Mais pour ces femmes, l'histoire s'était mesurée au moment où leur certitude s'était effondrée, à la seconde où elles avaient réalisé que les monstres dont on les avait avertis étaient plus humains que le système qui les avait avertis. Cette prise de conscience avait tout changé. Pas immédiatement, pas facilement, mais complètement. Et dans les ruines de l'Allemagne vaincue, parmi les femmes à qui on avait appris à craindre et à haïr, l'acte simple de traiter les autres avec dignité était devenu l'acte le plus révolutionnaire.